Bienvenue dans cet épisode un peu particulier. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans un endroit où l'on va rarement, le cœur d'un homme. Pas une célébrité, pas un expert en masculinité, juste un homme comme les autres. Un homme comme ceux avec qui vous matchez, avec qui vous échangez des messages, dont vous tombez amoureuse, qui vous fait frissonner ou péter un câble parfois, que vous aimez souvent sans mode d'emploi et que vous ne comprenez pas toujours. Je vais lui poser vos questions. Celles que vous m'avez envoyées sur Instagram il y a quelques jours, celles que vous n'osez pas toujours formuler, à cet homme pas parfait, mais sincère. Il va répondre à vos questions en son nom. Alors j'aimerais que vous gardiez ça bien en tête. Il n'est pas porte-parole, il est juste lui-même, c'est important de le rappeler. On est installés tous les deux dans des fauteuils que je trouve absolument canonissimes, à la fois très élégant et hyper confortable, de la marque Bobo Chic. Ceux qui nous regardent en vidéo en sont témoins. Cet épisode est créé en collaboration avec Bobo Chic à l'occasion de la semaine Bobo Love et je vous invite à aller la découvrir sur leur compte Instagram. Alors, qui est cet homme mystérieux qui est avec moi derrière le micro, qui a accepté de se prêter au jeu? Je vais vous donner des indices. Il a 38 ans. Il a déjà témoigné à mon micro il y a quelques semaines. Vous avez été des milliers à écouter son histoire. Il est militaire. Il est en quête de ses émotions et de mots pour les exprimer. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Quentin. Salut Quentin, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis très content d'être là. Moi aussi, je suis hyper heureuse de te retrouver. Tu m'as raconté ton histoire dans l'épisode 141 de Crush, qui s'appelle « Le courage d'être vrai ». Et aujourd'hui, tu as accepté mon invitation pour répondre aux questions des auditrices. C'est un exercice qui est pas, à mon avis, hyper facile pour toi. Donc, j'espère que tu es bien, je suis accroché, je suis très bien installé sur ce fauteuil. On est trop bien. Moi, je suis sous un petit plaid. Là, je suis bien au chaud. Je pense qu'on va entrer directement dans le vif du sujet. Let's go. Quand j'ai fait le sondage en story sur Instagram, j'ai reçu des dizaines de questions d'auditrices. J'ai essayé de les classer pour qu'on puisse les aborder de façon un peu organisée. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque avec la première préoccupation que j'ai décelée au sein de toutes les questions que j'ai reçues. Mes auditrices se demandent souvent: est-ce que le mec que je suis en train de dater, mon crush ou le mec avec qui je suis en couple, est-ce qu'il ressent autant que moi ou est-ce que je suis en train de me raconter une histoire? Je te propose la première question qui a été posée par Laurie BRZ. Est-ce que parfois les hommes aiment, pensent, mais ne le disent pas? Qui va avec une autre question. Est-ce que tu penses à ton crush H24 et tu as envie de lui écrire tout le temps? Qui a été posée par Julien Pauline. Alors oui, pour la première question, on peut avoir beaucoup de mal à exprimer ce qu'on ressent, mais surtout, on peut déjà avoir beaucoup de mal à comprendre ce qu'on ressent, donc du coup, à l'exprimer. Et puis, pour la deuxième question, ça dépend, mais oui, ça peut arriver quand on peut... on ressent des émotions, nous aussi, on peut ressentir, être pris dans cette marée d'émotions, donc oui. Alors, quand tu dis que déjà, la première étape, c'est d'identifier ce que tu es en train de ressentir. Bien sûr. Prenons un cas concret. Sur une de tes expériences passées, ou un truc que tu es en train de vivre en ce moment, ou que tu as déjà vécu, tu sais qu'il se passe quelque chose, tu ressens quelque chose. Elle est où la difficulté pour toi pour comprendre ce qui est en train de se passer dans ton corps, dans ta tête, tes sensations? Je pense que la difficulté, elle est surtout dans l'appréhension de ces émotions-là, et surtout à quel niveau d'intensité on est. À quel niveau d'intensité on peut être à partir du moment où on n'a pas forcément conscience de jusqu'où on peut aller, jusqu'où on est. C'est difficile de pouvoir se situer, je pense. Ok. Quand mon auditrice, elle dit est-ce que vous pensez H24 à votre crush? Est-ce que tu penses H24 à un crush? Je pense qu'il y a un truc très féminin là-dedans qui est, oui, quand on est en début d'histoire d'amour, moi, personnellement, et je sais que mes auditrices le ressentent aussi pour tous les partages que j'ai avec elles, tous les échanges que j'ai avec elles sur Instagram, c'est que moi, je suis obsédée.
mais complètement obsédée. C'est-à-dire que je ne pense qu'à ça. Je me réveille le matin, je pense à ça. J'ai du mal à me concentrer, à bosser. Je suis toujours en train d'allumer mon téléphone pour voir si j'ai un message. Enfin, ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé. Je suis en couple depuis trop longtemps, mais j'ai tellement souvenir de ça dans mes histoires d'amour dans ma vingtaine, notamment. Vraiment, il y a une sorte d'obsession, quoi. Et ça régit tout. C'est-à-dire que ça va régir mes humeurs, ça va régir la façon dont je vais interagir avec les autres. Est-ce que toi, il y a de ça parfois ou pas? Oui, il peut y avoir de ça, mais je pense que on parle de passion ou est-ce qu'on parle d'amour? Ça dépend. Si on est dans la passion, oui, je pense qu'effectivement, on est complètement submergé par ses émotions. L'amour, je pense que c'est différent. L'amour, lui, il se construit. Ah, alors qu'est-ce que tu fais comme différence entre la passion et l'amour? Moi, je dirais même 2 états que je différencie, c'est être amoureux et aimer. Oui. C'est cette distinction que tu fais? Je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, je la comprends. Il y en a une, c'est les feux ardents, on lâche les chevaux et on est complètement submergé par ce qu'on ressent et on a pas mal de mal, du coup, à le tempérer. Et à l'inverse, enfin non, même pas à l'inverse, mais un autre moment, quoi. Ouais. Autrement, Autrement. Et puis l'amour, lui, il me semble qu'il se construit. Il y a des personnes que j'ai envie d'aimer et donc du coup, je nourris cet amour. Ok, mais ça veut dire que c'est plus calme, c'est pas la tempête. C'est plus tempéré, oui. Ok. Soit l'amour que vous avez pour plusieurs personnes en même temps, soit l'amour amical et l'amour romantique. Est-ce que toi, tu le vis comme ça? Moi, oui. Clairement, j'ai été... toute mon éducation a été basée comme ça. La société m'a appris à faire les choses comme ça. Et puis, j'ai été militaire et plus particulièrement sauveteur au combat. Donc, évidemment que je suis obligé de compartimenter ce que je ressens et les choses que... Mais ça veut dire quoi que tu vas compartimenter alors? Comment tu fais? Enfin, ça s'exprime comment? Mettre sur pause et me concentrer sur la chose importante. J'ai beaucoup priorisé et ensuite exécuté dans cet ordre-là. Ok. Et donc tu fonctionnes. Donc ça, c'est aussi une méthode que tu as appris à l'armée. Après, moi, je pense aussi que c'est des choses. C'est aussi une façon de faire et d'être à la vie qu'on enseigne plus facilement aux petits garçons, en fait. Et du coup, ça a des implications et des conséquences sur le comportement quand on arrive à l'âge adulte et quand on a les premières relations amoureuses. Mais concrètement, ça veut dire que tu es capable de dire « Attends, là, j'arrête de penser à elle. Je me concentre sur ça. » Et tu es capable de le faire. Oui. Voilà. Donc, en fait, ce que je te disais, moi, que je suis incapable de le faire, en fait, toi, tu peux le faire. Tu as cette capacité-là. Oui. Ok. Et alors, il y a une autre question sous-jacente que je trouve hyper intéressante parce que moi, j'aimerais vraiment être la petite souris qui arrive dans les soirées entre mecs ou dans les vestiaires après les entraînements de Sportco. Est-ce qu'aujourd'hui, entre amis, on parle plus souvent de sentiments entre mecs? Ça reste quand même quelque chose de compliqué. On est quand même assez handicapés là-dessus, les hommes. Même si, oui, il y a un peu d'évolution, il y a un peu de mieux. On vient de tellement loin. Donc oui, on commence à en parler, mais ça reste encore quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Ça veut dire quoi que... en fait, ça veut dire... Mais vous parlez de quoi? Attends. Avant, ça veut dire... D'abord, vous parlez de quoi si vous parlez pas de ça? On parle mal de cul. Ok. Voilà. Vous parlez de pratiques mais mal en plus, on en parle mal. Ouais, salement, tu veux dire? Non, avec méconnaissance, je pense surtout. Ah. Puis surtout avec l'envie d'avoir le bon mot pour faire réagir les copains. Plus que grandir et apprendre. Mais alors, c'est quoi le mot qui va faire réagir les copains, par exemple? Il suffit de dire... tout ce qu'on pourrait avoir dans l'imaginaire, mais après, on va éviter la vulgarité. Ça veut dire que jamais, par exemple, t'as une histoire qui commence avec une fille ou tu es dans une relation depuis quelques mois ou voire quelques années. Est-ce que tu vas aborder les difficultés
que tu rencontres dans ta relation ou les questions que tu te poses avec tes potes ou jamais? Ça peut arriver. Qu'on parle effectivement des difficultés qu'on peut avoir dans un début de relation. Après, je pense qu'on n'a pas un panel d'outils suffisant pour pouvoir en parler correctement. C'est-à-dire? On n'a pas les mots, on n'est pas habitué à parler de ça. Donc, c'est un apprentissage. C'est un truc, plutôt en grandissant vraiment au fur et à mesure du temps qu'on apprend les choses. Mais est-ce que ça veut dire que tu te mets quand tu parles de ça, tu es dans une posture de vulnérabilité et Oui. que c'est plus compliqué pour sûr. toi? Oui. Les sentiments et l'amour, c'est quelque chose où on est à nu, on est vulnérable. Quand on est un garçon, on évite d'être vulnérable. Tu disais dans ton épisode gentil, c'est pas un métier. Ouais. Un garçon, ça pleure pas. Oui. C'est exactement ça. Oui, clairement. Donc ça veut dire qu'en fait, on vous laisse pas, on t'a pas, à toi, on t'a pas laissé l'espace pour exprimer tes difficultés, tes vulnérabilités, et que donc l'échange il est plus compliqué avec tes potes. Et forcément dans tes relations amoureuses. C'est ce que tu racontes dans ton Clairement. épisode l'histoire d'amour dont tu parles avec Madame X, pour ne pas la citer, qui est devenue culte Oui. parmi les auditeurs et auditrices de Crush. Mais de quoi parlez-vous donc si vous ne parlez pas de ça? Parce que moi, je vois bien la situation dont tu parles, mais moi, mes soirées entre copines, mes week-ends entre copines, je dis pas qu'on va parler que de ça, parce que c'est pas vrai. Par contre, on est capable de parler de assez ouvertement, même de façon vulgaire de temps en temps. Mais le plus gros du sujet, c'est oui, mais on va analyser le comportement, tu vois. On va analyser un truc qu'il a dit. On ressent, donc moi, là, je me sens pas bien parce qu'il m'a pas répondu. Je me sens pas bien parce qu'il m'a dit ça. J'ai pas réagi alors que j'aurais voulu réagir. Je comprends pas trop ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut s'engager? Est-ce qu'il veut pas s'engager? Tu vois, et en vrai, ce qui est fou, c'est que faire ça, ça aide, ça pose des mots sur ce qu'on ressent. Et donc, ça aide aussi à comprendre et à faire avancer la difficulté sur laquelle on se trouve, quoi. Je suis d'accord. Est-ce que toi, des fois, tu essayes, quand tu te retrouves avec un pote, parce que c'est pas forcément, tu vois, quand on est à 5, 6, 7, mais est-ce que c'est plus facile quand tu es en one-to-one avec un pote? Eh pas forcément. Parce que... C'est trop intimidant. Bah ouais. On devient trop vulnérable, en fait, dans ce moment d'intimité avec un pote. Et qu'est-ce que tu parlais d'outils tout à l'heure? Ça veut dire que qu'est-ce que tu aimerais comme outil, toi? Un dictionnaire? Ouais, un dictionnaire, et puis qu'on nous apprenne à parler de nos émotions, de ce qu'on ressent, de ce qu'on traverse, et qu'on ait du coup aussi le lexique qui va avec. Ouais, donc ça se joue aussi beaucoup dans l'éducation. Évidemment. Ouais. Alors, il y avait une deuxième préoccupation importante pour mes auditrices, c'est quand il ne répond pas, quand il disparaît, est-ce que ça veut dire quelque chose sur moi? Donc, une première question que je t'adresse. Pourquoi un homme met plus de temps à répondre aux messages après le sexe? Posé par Cécile. Alors, ça dépend. En vrai, ça dépend. Je connais pas la situation de Cécile. Ça a l'air de ressembler à une situation précise. Ouais. Sur cette situation précise, je ne peux pas répondre. Après, on est un peu plus en dilettante chez les hommes, de manière générale. Ou alors, c'est un gros connard, et puis il voulait juste baiser, et puis ensuite il est parti, il a ghosté. Ouais. Mais de manière générale, c'est juste que... oui, on est plus en dilettante, on se prend pas trop la tête, et on réfléchit pas trop, en fait. Pourquoi est-il si proche quand on est ensemble, et puis plus de nouvelles pendant quelques jours? Ça, c'est une question de N. Bouet. Pourquoi ghoster plutôt que de dire que ça ne fonctionne pas? Posé par Blimette15. Est-ce que tu as déjà ghosté une fille? Je suis pas certain. Si, oui, ça a dû m'arriver sur des histoires que je considérais comme sans lendemain. En fait, la raison principale pour laquelle on ghost, ou je ghost en tout cas, c'est l'absence de courage. C'est-à-dire? Ça demande un petit peu de courage de porter ses couilles et de dire écoute, ça va pas le faire. Pour moi, le fait de ne pas le dire est un manque de courage. Mais moi, ce que je comprends pas dans cette réponse, c'est que le courage, c'est prendre son téléphone,
écrire un message en disant, qui prend absolument 30 secondes Ouais. et qui dit je suis désolée, Mhm. mais je n'ai pas envie d'aller plus loin. Notre histoire s'arrête là. Ouais. On peut boire un café si tu as besoin d'en parler. De ouf. Et c'est dingue de se dire aujourd'hui qu'il y a plein de mecs qui n'arrivent pas à le faire. Bah Alors, ouais. je dis pas que le ghosting, c'est réservé aux mecs, parce qu'il y a des filles bien aussi sûr. qui ghostent. Bien sûr. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une différence quand même. Les femmes vont ghoster dans la période dating sur les apps, ou en tout cas sur l'échange de messages, mais vont moins ghoster une fois que la relation a débuté. Moi, j'ai des auditrices qui m'écrivent avec des histoires de ghosting, et ça arrive aussi à des amis autour de moi, où... et l'épisode de mardi dernier, le crush de Camille, trop beau pour être vrai. En l'occurrence, Camille, c'est rencontre sur une app, 48 heures de love boat. Non, mais vraiment, big love. Il est gentil, il est attentionné. Physiquement, c'est hyper charnel, hyper puissant, hyper tendre. Il dit tout ce qu'elle a envie d'entendre, vraiment. C'est pour ça que c'est « Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ?» Il dit tout ce qu'elle a envie d'entendre. Il lui dit exactement tout ce qu'elle a envie d'entendre. Et au bout de 48 heures, quand elle rentre chez elle, plus de nouvelles. Mais il y a aussi des histoires où la relation dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et le mec disparaît. Ouais. Et ça, c'est juste un manque de courage. Ah oui, enfin, pour moi, clairement. Est-ce que tu penses que les nanas mettent de la pression ? Ça peut arriver, oui. Mais en fait, il faut garder en tête que un homme, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon fragile. Dès qu'il fait une bêtise, il va faire le petit garçon apeuré. Il va essayer de dire « Ah, c'est pas moi » ou de minimiser. Enfin, un homme, c'est un petit garçon. Donc, ouais, on manque de courage, on manque d'éducation, on manque de plein de choses. Alors, ça revient un peu à la préoccupation que j'ai identifiée derrière, qui est, est-ce que le fait d'être sincère, d'être investi, justement, d'être expressive, est-ce que ça nous dessert, nous les femmes ? Donc la question de Aurore Eve est la suivante. Est-ce qu'une femme qui va exprimer ce qu'elle ressent peut t'effrayer, te faire fuir ? Comment tu réagis, toi, face à une femme sincèrement très investie ? Ça, c'est une question de Émilie.Jacques. Et sous-jacente, la question, est-ce que tu as peur ou est-ce que ça te dérange lorsqu'une femme parle trop de ses émotions ? C'est une question de @saralou. Donc, on peut commencer par le début. Est-ce qu'une femme qui va exprimer ce qu'elle ressent, donc poser des mots sur ses émotions, toi, ça peut te faire peur ? Et alors, pourquoi ? À l'heure actuelle, non. Au contraire, c'est justement ce que, de mon côté, j'essaye de faire. Et c'est aussi ce que j'essaye d'avoir. Mais effectivement, avant, oui, c'est quelque chose qui me faisait peur. On voyait un peu, enfin, je voyais un peu les femmes comme des personnes ultra sûres d'elles, ultra alignées avec leurs valeurs, ce qu'elles pensaient, et leurs émotions. Du coup, ça me faisait un peu peur. À l'heure actuelle, au contraire, non, c'est justement ce que je veux, en fait. C'est que on joue carte sur table. Et puis, on est transparent et honnête. Si ça fonctionne, c'est génial. Si ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave. Ok. Mais prenons la situation où la nana s'emballe hyper vite. Par exemple, moi. Moi à 28 ans. J'ai un crush. Pour plein de raisons diverses, je m'emballe de ouf, persuadée que cet homme est l'homme de ma vie. Je m'auto-convainc que je suis amoureuse, en train de tomber amoureuse de lui, alors que je suis peut-être plus juste amoureuse de l'amour ou de ce que ça me renvoie comme image de moi-même. Bref, je m'auto-convainc et je m'emballe à mort. Donc, je projette. Parce que c'est ça aussi qu'on fait, nous. Oui. Alors, tout ça, encore une fois, je pense que c'est un comportement plus féminin, mais j'imagine bien qu'il y a des hommes qui peuvent aussi fonctionner comme ça. J'ai aucun doute là-dessus. Je pense aussi que c'est énormément lié à notre éducation. Moi, je suis née en 1981, j'ai 45 ans aujourd'hui, dans 3 semaines. Donc, j'ai aussi grandi avec toute la pop culture, avec tous ces scénarios, ces scripts amoureux, ces rôles genrés amoureux, où, en fait, qui font qu'aujourd'hui, je suis une amoureuse de l'amour. D'accord ? Je me décris un peu comme ça. Et ça, je pense que ça définit quand même pas mal de nanas de ma génération. Et ça veut dire qu'en fait, on va dès le départ surinvestir. Toi, quand tu commences une relation, quand au bout du premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, la nana, elle est super investie, genre, elle veut te présenter à ses parents, elle veut partir en week-end avec toi, où tu sens, tu vois, la pression un peu arriver, en tout cas, qu'elle a envie d'aller vite, ça te fait quoi ? Ça peut faire peur, effectivement. Après, à partir du moment où
je sens que j'ai la place de pouvoir exprimer ce que je veux, en fait, ou la direction que j'ai envie de prendre, à partir du moment où je sais que j'ai cette place et que mes réponses seront accueilles, bah, en vrai, c'est absolument pas un souci. Ouais, mais si elle te laisse pas la place, justement. Ah, Est-ce que tu lui dis, laisse-moi la place? j'ai envie de te répondre oui. Est-ce que tu arrives à lui dire? Je suis encore en apprentissage, hein. Ouais. J'ai pas toutes les bonnes réponses, hein. C'est hyper dur. C'est hyper dur, bien sûr. J'ai pas envie de faire souffrir, hein. Ouais. J'ai pas envie de blesser une personne, donc mais j'apprends. Effectivement, il faut que je puisse verbaliser ce que je ressens au maximum. Ok, mais est-ce que tu penses que tu peux réussir à dire à la nana, attends, pause. Ouais. Parce que tu vois, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le mec me dise, attends, Charlotte, Ouais. là, en fait, on se connaît depuis 3 mois. Ouais. J'ai mis en pause toutes mes autres relations pour toi. Donc, tu comptes pour moi, c'est important pour moi. Notre relation, elle est importante. En revanche, on n'est pas en train on n'est pas dans une comédie romantique, on n'est pas dans un Disney. Ouais. Je te dis pas qu'on va se marier, faire des enfants, vivre heureux avec un chien dans un pavillon banlieue. Est-ce que des fois, tu t'es senti empêché de dire ça, Ouais. Oui, je me suis clairement senti empêché plein de fois. Et puis au final, je me suis assis côté passager et puis je me suis laissé conduire et emmener dans la relation. Mais à l'heure actuelle, maintenant, oui, en fait, j'essaye de fixer mes limites. Et puis, au pire, on réadapte et ça peut être tout à fait OK. Mais je pense que clairement, il faut apprendre à verbaliser. Ouais. Dire les choses. Il y a un truc aussi, c'est que dans tout ce que je te dis, tu vois, quand je te dis on s'emballe, il y a la notion de temporel aussi, de temps. Oui. Alors, j'ai l'impression que dans ces moments-là, on a toujours envie d'aller hyper vite. Ouais. Et je trouve de plus en plus que c'est presque une erreur. Et d'ailleurs, les apps de rencontre, le dating nous encouragent à toujours aller plus vite, à accélérer, à avoir plusieurs dates en même temps, etc., etc. Et en fait, je me dis vraiment qu'il faut se reconnecter à un temps, à une temporalité normale, en fait. Et que c'est même cool. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis aussi un enfant qui a grandi dans les années 90. J'ai fait 15 ans dans l'armée, donc le truc, on y va à fond, on tape fort. C'est ma DA à la base. Mais je prends de plus en plus conscience que tout se passe sur les temps longs. Et ces moments du début, en fait, ils sont hyper cool à étirer. Ouais, bah oui. Et c'est difficile quand on est dedans. Mais en vrai, ils sont tellement beaux, ils sont tellement forts. Ouais, je suis d'accord. J'imagine que c'est aussi avec l'expérience et la maturité qu'on en prend conscience. Mais bien sûr. Je peux te dire qu'après 14 ans de couple, en vrai, je donnerais tout pour retourner à ces moments-là. Quoi. Oui, je comprends. Pour qu'ils aient duré plus longtemps. Il y a une question de @m.lmbt. Je sais qui c'est. C'est Morgane. Coucou Morgane. Quel conseil donnerais-tu à un homme pour qu'il puisse exprimer ses sentiments, ses émotions? Si tu avais un petit conseil à donner. Écoute les femmes. Écoute-les. Ouais, apprends. Assis-toi, tais-toi, prends des notes. Sincèrement, hein, vraiment. Alors, il y a une 4e préoccupation hyper importante. Qu'est-ce qui compte vraiment pour lui, au-delà de mon apparence? J'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet. Qu'est-ce que tu observes? Quelle est la première chose que tu observes lors d'un date? Qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Est-ce que c'est sa beauté intérieure, son assurance, son élégance? Quelle est l'importance que tu accordes à sa silhouette, à son corps dans cette phase de séduction? Ce sont des questions de @nonma, j'imagine qu'elle s'appelle Manon, à @misskatidex et @ferrylolo. Les choses que je regarde en premier chez une femme, c'est son regard, son sourire et éventuellement les mains. La place que le physique peut avoir avant énormément. Et bien sûr, des beautés consensuelles, c'est ça qui m'attirait. Mais en vrai, plus je grandis et plus j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai pu avoir des relations avec des personnes dites magnifiques et c'était des relations nulles à chier. Et j'ai pu avoir des relations avec des personnes qui ne sont pas dans les normes et c'était génial, c'était enrichissant, c'était extraordinaire. Donc en vrai, oui, forcément, j'ai été éduqué à apprécier un certain type de beauté, mais je m'en détache de plus en plus. Bien gaulé, quoi. Ouais. Le stéréotype de la nana bien gaulée. Ouais, à la base, c'était ça, mais en fait... Après, ce que tu me dis, c'est regard, sourire et main. Ouais. C'est physique. Oui, c'est vrai, mais le regard, c'est pas... Enfin, le regard, c'est plus ce que ça transmet, comme le sourire. Qu'est-ce que tu vois dans le regard et dans le sourire, toi? L'intensité. Ouais.
le vécu, l'intelligence, la compréhension. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux ou tu as déjà ressenti des sentiments pour une femme qui ne correspondait pas du tout au stéréotype, à l'image que tu te fais de la femme dont tu pourrais tomber amoureux? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle avait de différent des autres? Enfin, de l'image, en tout cas. Petite et pulpeuse. Si vraiment on veut être sur le comparé physique. à la grande... Ouais, ok. grande mannequin, là, Ouais, ok. non, c'était exactement l'inverse. Ok. Voilà. Est-ce qu'une nana hyper drôle, est-ce que l'humour, ça peut te faire de flancher? ouf. Ah, moi, ça Ok. m'emporte. Ouais. Est-ce que, je sais pas, par exemple, sa culture générale, ça peut t'emballer ou tu t'en fous? Non, la culture générale, j'y suis attentif, mais on va dire que c'est bonus. C'est pas le premier Bah truc. ouais, parce que ça dépend en fait d'où tu viens. Si t'as pas eu accès, enfin le bagage culturel et social, ça, enfin, personne est égal face à ça. Ok. C'est pas un choix forcément. Ouais. Donc oui, ça m'intéresse, mais c'est bonus. Ok. Est-ce qu'il y a un critère dont tu te défais facilement? Est-ce que l'attirance physique, ouais, tu peux complètement le mettre à côté, quoi? Une fille qui est vraiment hors de la norme? En vrai, oui, clairement, de plus en plus. Enfin, je me détache vraiment du physique maintenant. Alors, il y a des questions ensuite sur le désir et sur la durée du désir. Ouais. Comment faire durer le désir? Est-ce que le désir est condamné à s'éteindre? Pourquoi? Je vais te poser les questions de chambre.211 et M. Lind DR. Quand un homme n'a plus de désir, quelle en est la raison principale? Je peux pas répondre. Parce que c'est tellement multifactoriel. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte. Comme pour le désir d'une femme. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte. Je peux pas répondre. Je suis désolé. Ton désir, il se déclenche comment? Qu'est-ce qui va déclencher le désir? Ça peut être juste un regard. Ok. Ou une situation. Ou un jeu de toucher. Enfin, ça peut être plein de choses. Un mot? Ouais, ça peut, ouais. Enfin, des mots, une phrase plutôt. Mais ouais, ça peut, ouais, carrément. Est-ce que quand tu désires une femme, j'avais pas prévu du tout de parler de ça. Allez, on y va. Est-ce que quand tu sens le désir arriver, est-ce que tu projettes des images? Parce qu'il y avait une question aussi sur le porno. Ouais. C'était pas tout à fait ça la question, mais Ouais. moi j'ai parfois l'impression que mon désir à moi est très cérébral, très sapio, quoi, en fait. Moi j'ai besoin d'un imaginaire, de me raconter des histoires. Vraiment, c'est ça la naissance du désir, il est là. Okay. Des scénarios, des scripts. Alors souvent ils correspondent à tout ce que j'ai appris insidieusement, hein, ça c'est clair. Mais est-ce que toi c'est plus physique ou est-ce que tu as aussi besoin de... Ouais, est-ce que ça se déclenche aussi de façon, tu sais, dans la tête, quoi? Alors, oui, moi aussi je fantasme. Ouais, c'est un fantasme. Oui, ça m'arrive d'imaginer des choses... par rapport à des gens que j'ai croisés ou des situations que j'ai pu vivre. Donc oui, je fantasme. Après, dans la sexualité, pour moi, me concernant, j'y vois deux aspects. Celui où c'est vraiment la fusion des corps, l'échange et tout ça. Et puis, il peut y avoir l'orgasme technique. Genre, je sais pas, j'arrive pas à dormir, on fait un petit cookie et puis voilà. C'est vraiment deux choses différentes. Donc oui, il peut y avoir un truc très technique et dénué de papillons et de fleurs et d'étoiles. Tu vois des fleurs et des papillons, toi? Bah ouais, ça m'arrive, pourquoi pas toi? Et puis oui, il peut y avoir... c'est vraiment deux choses... quoi. Ouais. Ok. Et alors, il y a une deuxième question, c'est comment faire durer le désir et l'amour sur le long terme? Donc là, c'est clairement, est-ce que tu crois, donc ça c'est une question qui a été posée par M. Lind R. Est-ce que tu crois que le désir, il peut vivre longtemps, durer dans un couple? Est-ce que tu crois que c'est facile? Je connais déjà ta réponse. Et est-ce que tu l'as déjà vécu? Pour moi, l'amour / le désir, parce que c'est pour moi lié, je le vois, en tant qu'ancien pompier, je le vois comme un feu. Et un feu, si on fait rien, il s'éteint. Il est voué à s'éteindre.
Donc, l'amour et le désir, ça s'entretient. Ma conviction, c'est que l'amour se construit. C'est pierre par pierre, brique par brique. Chacun apporte des éléments à l'édifice et ça fait un tout. Donc oui, ça peut durer, mais ça s'entretient. Sinon, ça s'éteint. C'est hyper dur de l'entretenir. Ah, de ouf, de ouf. C'est le parcours d'une vie. Ouais. Mais t'y crois? Oui, c'est ma conviction. L'amour sauvera tout le monde. L'amour va sauver le monde. Moi aussi, j'y crois. Bah ouais. Avant, je mesure en ce moment la La montagne à gravir. Mais justement, il faut de plus en plus aimer. Il faut vraiment aimer, voilà, tendre la main, clairement. Attends, j'ai une question qui m'était venue, qui n'a rien à voir, mais je suis sûre qu'il y a plein de meufs qui se la posent, mais je suis désolée, elle est un peu bateau, mais en fait, je pense que la réponse peut être cool. Okay. Peut amener des éléments de compréhension. Tu peux faire l'amour sans sentiment? Ouais, c'est ce que je disais. Il peut y avoir, ça peut être une sexualité plutôt technique. Je sais pas, semaine de merde, t'as envie de baiser, j'ai envie de baiser, let's go for it, quoi. Ok. Ouais, mais une femme que t'aimes pas, par exemple. Ouais. Pour laquelle t'as pas de sentiments aussi. Ouais. Il y a une autre préoccupation qui est, est-ce que prendre son temps, c'est sain ou c'est juste une façon de pas s'engager? Donc derrière, il y a pourquoi vous voulez pas vous engager, vous les hommes? Alors attends, je te pose la question de Klaus Marie. Est-ce qu'en amour, on peut parler de tout de suite? Enfant, mariage, sexe, peur, blessure? Ouais, déjà, première question. Oui, on peut. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où... moi, ce que je veux, c'est que on joue carte sur table, qu'on soit honnête et tout. Après, en parler tout de suite, ça dépend quelle est la... Premier date. Ouais, et puis ça dépend, c'est un date pourquoi, en fait. Si, par exemple, on en parlait, si c'est juste pour se baiser, on se dépanne, est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler de mariage, d'enfants et tout? Je suis pas convaincu. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il faut arriver en date avec des intentions claires. T'as raison. Savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Ouais. Donc, si tu fais un date pour un plan cul ou un plan d'un soir, c'est pas la même chose que si tu fais un date pour rencontrer la femme ou l'homme de ta vie. Clairement. Mais alors, si c'est un date avec une fille qui te plaît et avec qui tu te dis, tu pourrais te projeter, est-ce que si la nana, elle te dit tout de suite, alors moi, mon intention, elle est claire. Je cherche un homme pour fonder une famille et vivre et avoir une relation durable et longue. Ça te fait flipper ou pas? Non, je lui dirais, je suis désolé, j'ai fait une vasectomie, donc il pourra rien se passer entre toi et moi. Non mais ok, mais oui, parce que toi t'es honnête, mais est-ce que si et si elle te dit je veux qu'on tombe amoureux, enfin mon rêve c'est de vivre une grande histoire d'amour, sans parler d'enfants, de famille, etc. Une grande histoire d'amour, est-ce que ça te fait flipper? Non, ça me fait, vivre une grande histoire d'amour, c'est pas un truc qui me fait flipper. Après, c'est pas forcément mon intention du moment. Elle me communique ses intentions, je lui communique mes intentions. Ok. Carte sur table. Et il y a une autre question de Miss Cathy Dex encore. Est-ce que prendre son temps pour se connaître est bénéfique pour construire une relation? C'est un peu ce dont on parlait. Ouais, j'en suis convaincu, bien sûr. Tout se fait sur des temps longs. Est-ce que ça veut dire qu'on met le holà parfois sur les messages, sur les conversations tout le temps, les 800 messages par jour? Est-ce que ça veut dire qu'on espace les rendez-vous aussi? Moi, souvent, je me demande ça. Je me demande même si les relations à distance n'ont pas ceci de magique, qu'en fait, le chemin pour connaître l'autre est encore plus long. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de cristallisation, de fantasmes, et du coup, ça entretient et les débuts, et ensuite le désir et l'envie de l'autre sur le long terme. Je sais pas. En vrai, je sais pas, parce que est-ce qu'il faut vraiment se freiner dans ce qu'on a envie de partager, de ressentir, de vivre? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Néanmoins, il faut accueillir les moments où il se passe rien pendant une semaine. On se laisse du temps chacun de notre côté. Mais est-ce qu'il faut s'interdire? Non, je pense pas. Merci de l'avoir reformulé. Non, mais l'équilibre, il est difficile. Je pense pas qu'il faille s'interdire. Ok. Alors attends, parce qu'il y avait des questions en réserve qui me semblent intéressantes. Est-ce qu'on peut vraiment changer par amour? Et alors là, il y a de Marie PRSZ et il y a N Bouet qui nous écrit il refuse toutes mes propositions pour se voir, mais pourtant me propose les rendez-vous. Est-ce que tu sais décrypter ce comportement, toi, du point de vue masculin? Me concernant, si je fais ça, c'est que je veux garder le contrôle, en fait. C'est la seule raison pour laquelle je fais ça. Ça veut dire quoi, garder le contrôle?
je veux rester maître de la relation, en fait. Moi, si je fais ça, c'est ma seule intention. C'est de... Mais ça veut dire que tu as peur de te laisser porter ou tu as peur de là où elle pourrait t'embarquer ? Ouais. Alors, je le fais pas, donc je pourrais pas te répondre plus. Mais si jamais je faisais ça, de refuser ce que elle propose, mais par contre d'imposer mes choix, c'est que j'essaye de garder le contrôle. Mais ça veut dire quoi, garder le contrôle ? Que tu n'as pas vraiment envie de t'investir dans la relation ? Non, ou pas forcément ? Non, pas forcément. Non, c'est... je pense que c'est surtout une histoire d'ego, là. Ouais. Moi, je dirais que ce serait plutôt mon ego qui parle et j'ai envie de rester maître. Et qu'est-ce qui ferait que la situation se retourne et que ce soit toi qui devienne... Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, elle, pour que tu te retrouves en position d'attente ? Surprendre. Je pense que c'est le mieux. Après, faut connaître la personne pour pouvoir la surprendre. Donc, ça veut dire quoi, la surprendre ? La déstabiliser. Ok. Et si elle te laisse en vue pendant une semaine, c'est déstabilisant, pas ? Ouais, c'est déstabilisant. On parle clairement de ça, donc surtout à un moment... quand je pense avoir le contrôle, c'est déstabilisant. Ah, ok, d'accord. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, les filles. J'essaye juste d'explorer toutes les pistes qu'on voit, toutes les trends et toutes les tendances dont on parle aujourd'hui quand on parle de dating. Non. Sauf si tu as envie de garder le contrôle, du coup. Ouais, mais j'ai pas forcément envie de garder le contrôle. Justement, je pense qu'une relation, c'est aussi un abandon. Donc non. Un dernier point qu'on peut aborder. À quel moment vraiment tu tombes amoureux ? Est-ce que tu es capable de dire je t'aime facilement ? C'est une question de Pauline Needles. Ouais. J'imagine qu'elle fait du tricot, Pauline, pour s'appeler comme ça. Ouais. À quel moment tu tombes amoureux ? C'est une bonne question. Alors, aucune idée, et je pense que c'est extrêmement variable. Ouais. Ça peut être instantané ou ça peut être un long moment après. Donc c'est vraiment Les deux variable. te sont déjà arrivés ? Ouais. Genre tu tombes amoureux en une seconde, un regard, un truc qui te fait... Je l'ai vu, c'est elle. Ok. Et comme, des fois, ça prend plus de temps. Ouais, et ça se construit, enfin voilà. Mais j'avais envie d'être amoureux de cette personne. Donc je me suis dit, j'ai envie de l'aimer. Donc ça a pris plus de temps. Et est-ce que je dis je t'aime facilement ? Me concernant, ouais. Je crois que en fait, dès que je le ressens, je le dis. Ouais, ça t'est arrivé de le dire le plus tôt ? Ça m'est arrivé de le dire avant même d'avoir rencontré la personne. Ah, par message. Ouais. Mais c'était réel, hein, c'était la réalité. Oui, j'ai déjà des sentiments pour toi. C'était Madame X ? Oui. En plus, oui. Alors, il y a une dernière question qui, je trouve, est intéressante pour aller vers la conclusion. C'est une question de chronique de voyage. J'aimerais savoir comment il vit toutes les injonctions sociales sur le rôle de l'homme dans un couple hétéro. Gagner de l'argent pour la famille, être fort, ne pas montrer ses émotions. Est-ce que tu te sens coincé dans ce rôle imposé par la société ? Est-ce que tu arrives à t'en défaire et à être vulnérable ? Je pense que ça fait un bon résumé de tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui est bloquant et qui empêche énormément de choses. On est vraiment dans une sorte de moule et dans lequel, en fait, l'image que j'ai, c'est, tu vois le jeu quand on est gamin, le triangle dans le triangle, le rond dans le rond. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a plein de formes différentes. En fait, il n'y a pas un moule qui est adapté pour tout le monde. Ça n'existe pas. À chacun de trouver sa voie, son chemin, la forme qu'il a et la forme qu'il a envie d'avoir. Mais est-ce que tu trouves que c'est une pression qu'on met sur les hommes ? Bien sûr.
de gagner de l'argent pour la famille, d'être fort, de ne pas montrer ses émotions. Et ça enclenche quoi comme est-ce que ça enclenche des mécanismes de fuite, justement, des mécanismes où ça enclenche la société dans laquelle on est, les guerres partout, voilà, des gens qui sont complètement handicapés de leurs émotions, de leurs sentiments. Enfin, ça engendre la société dans laquelle on est et toutes ses dérives. Mais est-ce que par exemple dans un couple, c'est un truc qui pèse tellement lourd sur le mec que ça peut l'empêcher d'exprimer ses émotions ou tu le vois pas comme ça? Voilà. La balance est complètement déséquilibrée entre ce que les femmes vivent et ce que les hommes vivent. Enfin, c'est pas moi qui te l'ai fait dire. Non, mais, tu l'as dit tout seul. Ça va. Non, mais c'est intéressant parce que les lignes bougent tellement sur les rôles genrés au sein et sur la remise en question de la norme du couple qu'en fait c'est intéressant d'interroger ça, tu vois. Non, mais c'est intéressant, je trouve, de l'interroger sur la phase de séduction. Clairement, comment vous les hommes vous vivez ces nouveaux codes de la séduction. Est-ce que toi tu te sens empêché d'aller draguer une meuf? Tiens, on va répondre à la question après. Mais aussi dans le couple, est-ce que toi le fait que les meufs commencent sérieusement à dire depuis quelques années les gars, la charge mentale, c'est pas que pour Bibi, merci de réagir un peu et de la prendre aussi sur vos épaules. Mais c'est vrai que souvent, c'est encore le mec qui a la responsabilité, de par l'écart salarial, qui a la responsabilité aussi d'amener la thune à la maison plus que la nana. C'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de couples où c'est l'inverse, etc. Mais tu vois, est-ce que ça peut consolider les blocages et puis complexifier la communication, les échanges aussi au sein du couple? Oui. Oui. Mais comment t'en sors? En se détachant du jugement des autres et des attentes des autres. En fait, je pense que tout le monde, on sait en fait ce qui est bien, ce qui est mal. Franchement, moi, dans toute ma vie et les bas-fonds de l'humanité, je les ai bien visités. Des gens qui ont vraiment des défauts idéologiques, et voilà, j'en ai jamais rencontré en fait. Tout le monde sait ce qui est bien, ce qui est mal. Donc en vrai, juste détache-toi des autres. T'as ta boussole intérieure, fonce. Et du coup, dans la phase de séduction, alors, je vais te poser la question clairement. On peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Les hommes qui disent ça, donc c'est clairement depuis MeToo. T'en penses quoi? Ça me fait sourire, quoi. Et encore, je me retiens. C'est bon. C'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est qu'on peut plus dire de la merde. Effectivement, on nous demande d'arrêter d'être cons. Donc, est-ce que tu vas encore draguer les meufs facilement? Est-ce que tu as l'impression que ça a bougé? Et est-ce que tu vas la draguer de la même manière, en fait? Je drague bien plus maintenant qu'avant. Ah ouais? En fait, avant, je laissais la femme venir, en fait. Maintenant, en fait, je sais que j'ai ce pouvoir. Au pire, elle me dit non, et puis c'est pas grave. Voilà. Est-ce que tu dragues, en soirée, dans les bars, n'importe où? Même dans la rue, en fait. Mademoiselle. Non, justement, non. Justement, non. Non, mais en fait, il faut s'adapter à la situation. Il faut écouter ce que la personne est en train de nous dire. En fait, si tu vois qu'elle est fermée, qu'elle est avec son casque, ses lunettes de soleil, en fait, non, va pas la voir. Mais par contre, si tu vois qu'elle a l'air plutôt ouverte à une discussion, discute. Voilà. Mais tu ne te sens pas empêché depuis... Pas du tout, pas du tout. Mais justement, presque même au contraire, en fait. Tu t'es senti libéré, toi? Ouais. Est-ce que tu crois que t'es sorti... Du coup, ça te donne l'autorisation de sortir des codes de la grosse drague bien lourdingue? Oui. Ouais. Et puis, on a tous une boussole intérieure qui fonctionne. Tu sais que t'es en train de la faire chier, donc ferme-la et dégage. Putain, tu nous donnes de l'espoir, là, t'entends? Vous entendez, les filles? Bon, on a fait le tour de toutes les questions.
des auditrices. Merci Quentin, c'était hyper cool d'avoir ton avis. Merci à toi. Je répète que tu as donné ton avis, que tu n'as pas parlé au nom de tous les hommes de la Terre. Peut-être que j'aurai l'occasion d'interviewer d'autres hommes sur ces mêmes sujets. Je remercie, merci infiniment, c'était hyper cool d'avoir cet échange avec toi. Voilà, je le redis, tu n'es qu'un homme, tu es un regard, un cœur parmi des millions. Mais ce que j'espère, c'est que dans ce que tu as dit, il y a des petits morceaux de vérité universelle. Quelque chose qui résonnera avec ce que vous vivez, vous, au bout de vos écouteurs. Je remercie énormément Bobo Chic parce qu'on était hyper bien installés dans nos fauteuils. Franchement, j'ai rarement été aussi cosy. J'ai l'impression d'être à la maison et de boire juste un petit café avec toi, comme ça, pour discuter. Même si, franchement, j'ai rarement des discussions comme ça avec les mecs. Si cet épisode vous a éclairé, ou si vous a simplement apaisé, s'il a suscité des questionnements, d'autres interrogations, je pense que ça veut dire que le pari de cet épisode est gagné. Donnez votre avis sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Instagram. Venez réagir, mettez des commentaires, dites-nous vraiment ce que vous a inspiré cet échange. Quentin et moi, on sera hyper heureux d'essayer d'y répondre. Merci mille fois, Quentin, c'était hyper chouette. Merci à toi. Et merci parce que moi, tu me donnes beaucoup d'espoir.